comment j'ai abordé le sujet, moi, et avec quel angle j'ai choisi d'aborder ce sujet. Et vous allez comprendre dans un instant pourquoi j'ai donné le titre que j'ai donné à mon intervention. Alors d'abord, je me permets de remarquer que le thème qui nous était proposé cette année, c'est assez rare, c'était une question. Pourquoi franchir la limite ? Et cette question pourquoi, dès qu'on nous pose une question pourquoi, je ne sais pas pourquoi, c'est plus fort que moi, je crois que j'ai la réponse. Donc, je vais vous donner une réponse. Voilà. Et je me suis dit, mon titre de conférence, ça va être la réponse. Voilà. Mais après, évidemment, c'est le principe d'une conférence de philosophie. Tout ça est ouvert à la discussion, aux échanges. Voilà. Donc, j'aimais bien cette formulation. Pourquoi franchir la limite ? Et puis, moi, j'ai essayé de me saisir de cette question avec ma sensibilité à moi. Et effectivement, comme le rappelle Pierre, la question de l'enfance et la question de l'adolescence, en fait, me préoccupe de plus en plus. Je suis devenu, alors je suis enseignant, bien sûr, mais je suis aussi devenu formateur d'équipe éducative sur la question des ados difficiles, des adolescents difficiles. Comment faire avec les adolescents difficiles ? Est-ce que les adolescents sont différents de ce que nous étions nous-mêmes ? Voilà. La connaissance des adolescents, il y a plein de choses là-dessus, et c'est très intéressant. Et donc, mon but, c'est pas d'être un expert, c'est d'aller auprès des équipes et de leur dire comment vous faites avec les adolescents. Et c'est assez intéressant ce qui se passe et ce que j'entends. Donc, je me suis servi de tout ça, de cette expérience de formateur sur la connaissance des adolescents et sur mon approche philosophique. Et j'ai essayé de croiser les deux. Alors, je me dis que ça va être très, très complémentaire de ce qu'on a entendu ce matin, de ce qu'on va entendre après. Ce matin, on avait une approche assez politique et éthique. Donc moi, je vais vous proposer une approche un peu psychologique ou philosophico-psychologique, car moi, je milite pour le rapprochement de ces deux disciplines qui sont très, très importantes et qui, parfois, se sont développées en s'écartant un peu l'une de l'autre, ce que je regrette. Donc, voilà comment je vais diriger mon propos sur la limite, sur la question adolescente, avec cette idée, vous savez, on entend souvent dire qu'à l'adolescence, pour bien s'épanouir, les adolescents, comme les enfants d'ailleurs, auraient besoin de limites. Donc c'est ça que je vais questionner. D'où le titre de mon intervention. Alors, peut-être avant de vous afficher le titre, j'ai choisi une image qui est une œuvre d'art de Françoise Petrovitch. C'est une artiste d'origine savoyarde, il me semble. Hein. Donc, elle a peint, c'est son style, elle fait beaucoup des grandes aquarelles. Elle a fait toute une série sur ce qu'elle appelle la jeunesse. Et moi, j'aime bien cette image un peu transparente, hein, qui dit quelque chose de ce qui se passe à l'adolescence. Le corps change et la façon dont on existe au monde devient plus difficile à porter. En tout cas, il faut modifier tout un tas de choses en soi et dans notre rapport aux autres. Et ces modifications supposent qu'on arrive à être un peu moins transparent. Donc, on va voir ça. D'où le titre de mon intervention pour vous aujourd'hui. Relation et transgression. Et voici ma réponse à la question, pourquoi franchir la limite ? Franchir la limite pour grandir. Mon hypothèse de départ, aujourd'hui, ça va être qu'il y a une certaine utilité à franchir la limite, c'est qu'elle nous aide dans un processus de croissance, grandir. Elle nous aide à changer, mais à changer, on va dire, dans une évolution de croissance. Et l'idée, comprendre le franchissement de limite comme une croissance, comme une manière de grandir, ça suppose de faire dialoguer ces deux termes qui ont à voir pour moi avec la limite, la question de la relation et la question de la transgression. J'aime beaucoup ce mot de limite et il évoque pour moi tout de suite la question de la transgression. Le franchissement d'une limite, ça s'appelle parfois, on va voir dans quelles circonstances dans un instant, ça s'appelle une transgression. D'accord ? Donc moi je pense que effectivement, il se joue à l'adolescence une sorte de dialectique, de va-et-vient, entre l'importance de faire des relations avec les autres et l'importance aussi de mettre à l'épreuve ces liens qu'on a avec les autres, au point parfois d'aller au-delà, en fait, de cette limite, d'être dans la transgression. Et donc, c'est ça que je vais vous proposer, d'étudier les transgressions, comment les transgressions peuvent nourrir le processus psychique adolescent. Alors, ça ne va pas de soi. Ça ne va pas de soi que c'est utile et bénéfique pour nous tous de transgresser de temps en temps la limite. Donc ça va être mon premier point. Et ça va tellement peu de soi que souvent on oublie un peu ce qu'a été notre adolescence. L'adolescence, évidemment, c'est pas une période facile, c'est assez fébrile. Puis après, quand on en sort, on a résolu un tas de questions et on avance en oubliant un peu l'adolescence. Donc on va reparler de tout ça. Voici une première image d'une jeune adolescente dans une mauvaise position. Il s'agit de la Gorgone qui vient d'être décapitée.
Donc j'avais envie de partir de cette image, qui est une image assez violente en fait, hein. Donc c'est l'image d'une décapitation d'un être mythique qui avait un pouvoir extraordinaire, c'est que quand on croisait son regard, on était immédiatement changé en statue. On était pétrifié. Et je pense que ce qui nous fait problème dans la transgression, dans le franchissement des limites, c'est que parfois, cela est perçu par nous comme une violence. Franchir une limite, ça peut être quelque chose de violent, et c'est à ce moment-là qu'on se dit, c'est une transgression. Alors je me suis posé cette question, c'est un peu la façon pour moi de poser mon problème. Il y a dans la transgression la possibilité, ou la nécessité, je ne sais pas, d'un surgissement de la violence. Ça peut être violent, la transgression. Ça doit être violent peut-être. D'où mon premier problème. Si c'est violent, franchir une limite, c'est toujours faire quelque chose qui est interdit. La limite, elle embarque avec elle un certain nombre d'interdictions. Toutes les limites ne sont pas des interdictions, mais les interdictions sont des limites. Et la transgression, c'est le franchissement d'un certain type de limite que je vais appeler une interdiction. Bon. Qu'est-ce que c'est qu'une interdiction? Ça vaut la peine d'y réfléchir. Qu'est-ce qui vaut la peine d'interdire? Je vous propose une première idée, c'est un paradoxe. Ce qui est interdit, c'est toujours quelque chose de possible. C'est pour ça, enfin c'est pas pour ça, mais c'est une des raisons pour lesquelles il faut l'interdire. Il n'y a pas de sens à interdire quelque chose qui est impossible à faire. Si je vous dis, voilà, il est impossible de s'envoler du deuxième étage en volant tes propres ailes. Non, pardon, il est interdit de s'envoler du deuxième étage en s'envolant. Vous allez me dire, inutile de l'interdire, c'est impossible. Donc, l'interdiction, par définition, elle doit poser sur quelque chose de possible, mais qu'on ne va pas faire. Qu'on ne va pas faire. Et vous allez me dire, pourquoi? Mystère. Parce que ça ne se fait pas. D'accord? Et donc, l'interdit est posé sur l'impossible, et l'interdit va être transgressé, ça va être perçu comme une violence, on va voir dans un instant de quel type, et ça va provoquer chez nous, cette transgression de l'interdit, un effet qui me rappelle la Gorgone, un effet de sidération. Nous ne savons pas exactement, tout de suite, immédiatement, face à la transgression, quoi dire, quoi faire. On reste un peu, en suspens comme ça. Cet effet de sidération, d'où est-ce qu'il vient? S'il n'y a pas d'effet de sidération, très bien, c'est qu'à la limite, on l'attendait, la transgression. Donc c'est presque, anticipé. Je pense que s'il y a un effet de sidération, c'est parce que le franchissement de la limite est un scandale. Eh bien moi, je vais essayer de vous expliquer que ce n'est pas nécessairement un scandale. Que non seulement ça peut être utile, mais ça peut se comprendre. Sachant que comprendre une transgression ne veut pas dire accepter et justifier la transgression. D'accord? Qu'est-ce qui se passe dans la transgression? Est-ce que je peux comprendre la transgression en considérant que ça reste une transgression, en fait, sans l'accepter? Et je pense que ce qui se passe quand on est face au franchissement de la limite, c'est qu'il se passe quelque chose qui n'a pas été prévu, qu'on ne sait pas concevoir, imaginer, penser. Et donc, c'est mon idée de départ, c'est que la limite, c'est toujours, en fait, la limite de notre propre raison. Franchir, vous savez que vous avez franchi une limite quand ce qui se passe est, pour une certaine part, ou totalement, incompréhensible. Qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai pas bien compris. Je crois que je suis allé trop loin. Et je crois. Et donc, la limite, c'est toujours la mise à l'épreuve d'une limite de la raison, du rationnel ou du raisonnable. De point de vue moral, pourquoi il a fait ça, quoi? Je comprends. Alors, je voulais vous donner un exemple qui va me servir à bien poser le problème. À bien poser le problème de la transgression. Alors, mon propos, il est encadré par deux exemples très forts. Le premier exemple, c'est un exemple assez dur. C'est un exemple tragique, c'est l'exemple d'une tragédie. Très violent, et voilà, qui va nous bousculer, je pense. Le dernier exemple, celui que je donnerai à la fin de mon propos, c'est un très bel exemple, qui nous donne de l'espoir, qui va nous faire rêver. Donc il faut me faire confiance, n'éprimez pas trop vite, hein. Écoutez bien jusqu'au bout. Le dernier exemple que je vous donnerai, voilà, il viendra faire écho à ce premier exemple. Allons-y.
Le premier exemple que je vous propose, c'est un fait divers américain très violent. C'est le shooting de l'école de Columbine. Vous vous souvenez peut-être, le 20 avril 1999, dans le lycée de Columbine, deux jeunes élèves, Eric et Dylan, je crois, vont arriver dans leur lycée avec des armes à feu et ils vont tuer 12 élèves, un enseignant, ils vont en blesser une vingtaine d'autres très grièvement et après ils se donnent la mort dans la bibliothèque. Et ce fait divers nous a laissé sidérés. Vous vous souvenez l'effet que ça a, de toute façon les tueries dans les écoles, c'est toujours extrêmement déstabilisant. Il y a quelque chose de l'incompréhensible qui se joue là-dedans. Parce qu'il non seulement c'est de la violence, mais c'est de la violence dans l'école. Bon. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les tentatives de compréhension qu'on a eues de ce phénomène, et notamment par le cinéma. Il y a eu 2 films très intéressants qui ont été faits sur la tuerie de Columbine, à une année d'écart. Donc il y a eu, je vous l'ai mis à droite, en 2002, Bowling for Columbine, de Michael Moore, et en 2003, Elephant, de Gus Van Sant. 2 films totalement différents. Bowling for Columbine, c'est un documentaire. On présente les faits, et ils se baladent dans les rues, ils montrent que le rapport des Américains aux armes à feu, enfin bon, c'est un réquisitoire, hein, il n'y a pas d'ambiguïté. Il va au Canada, il montre des différences avec le Canada, c'est un film à thèse extrêmement puissant, extrêmement démonstratif, ok. Parfait. 1 an après, Gus Van Sant arrive, et lui propose un film totalement différent. C'est un film, j'ai envie de dire, presque poétique. Un film poétique sur un fait divers aussi violent que ça. Et pourquoi je dis poétique ? Parce qu'il a choisi, du point de vue esthétique, de suivre des élèves dans ce lycée. Et la caméra suit des élèves qui marchent dans les immenses couloirs de ce lycée de dos. Il y a des longues scènes comme ça où on les suit, où ils avancent dans ce lycée comme dans un labyrinthe. Et c'est une forme d'errance, de quête de quelque chose, parce que c'est peut-être ça l'adolescence. Les repères se reconfigurent et on est obligé d'avancer sans trop savoir où on va. Bon. Donc, très très beau film, très puissant, mais effectivement qui a ce parti pris d'avoir une approche esthétisante en fait de la violence, et c'est une énigme. Est-ce que c'est défendable ça ? Est-ce que finalement, pour bien traduire le côté transgressif de ce qu'ont fait ces jeunes, il vaudrait mieux pas rester le plus objectif possible, plutôt que d'encombrer ça d'une approche poético-subjective. Levez la main ceux qui ont vu Elephant, pour avoir une petite idée. Très bien, voilà, pas tant que ça, super, donc je suis très content de vous en montrer un extrait aujourd'hui. Alors l'extrait que je vais vous montrer maintenant, qui me sert à poser le problème, donc on est là, donc surgissement de la violence, transgression totale, on se dit c'est la fin de la civilisation, quoi. Quand on tue ses semblables dans le locaux d'une école. Ok. Maintenant, je vais vous montrer l'extrait de la tuerie. Je vais vous montrer un petit extrait, une partie de la tuerie, qui arrive à la toute fin du film en plus. C'est très très beau. Donc c'est pas du tout un documentaire, hein. Et les 2 jeunes arrivent et commencent à tirer sur les personnes qu'ils croisent. Ok. Et il y a un blond et un brun, et vous allez voir le brun. À un moment, le brun, dans cet extrait, alors j'ai calé l'extrait comme ça. Au tout début de l'extrait, vous allez avoir un personnage qui est habillé tout en jaune. On l'appelle l'ange jaune, on ne sait pas d'où il vient. Et au moment de la tuerie, on le voit qui passe de salle en salle, et il aide les autres à s'échapper. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle l'ange jaune. On ne sait pas d'où il sortait, on ne sait pas qui c'est. Je crois qu'on voit à peine son visage dans le film, et ce n'est pas un des protagonistes qu'on a suivi avant. Et l'extrait commence sur ce personnage, d'accord ? Vous allez voir ce qui se passe, et après on passe sur le personnage de Eric. Dans le film, ça c'est le personnage de Eric. Et Eric est dans les couloirs avec son arme, et ce qui m'intéresse, ce que je voudrais que vous notiez, c'est pas ce qu'il fait, c'est ce qu'il dit. Ok ? On y va pour l'extrait ? Allons-y.
Mr. Lewis. Whatever. You know there's others like us out there, too. And they will kill you if you fuck with them like you did me and Jared. Get out of here before I change my mind. Go! Bitch. Found film. Yeah, I have not seen it. Voilà, j'arrête l'extrait ici. Ok. À l'évidence, ces deux ados ont franchi une limite. On est d'accord. C'est extrêmement violent. Et au milieu de ce déchaînement de violence, avec les bruitages, les coups, vous avez vu ce qu'il dit? Jamais La phrase est entre guillemets. jamais je n'ai vu de jour si beau et si affreux. Jamais je n'ai vu de jour si beau et si affreux, entre guillemets. Mm. C'est une citation. Répète, hein. C'est une citation. Jamais je n'ai vu de jour si beau et si affreux. C'est une citation de qui? C'est une citation d'un auteur que vous connaissez peut-être, William Shakespeare. Je vous la mets en anglais, ce qu'il dit en anglais. So full and fair a day I have not seen. Je n'ai jamais vu, I have not seen, so full and fair, un jour si affreux et si beau. Et c'est dans Macbeth, acte 1, scène 3. Ça veut dire, nous sommes au cœur du déchaînement le plus sidérant de violence, et qu'est-ce qui surgit à ce moment-là? Le sommet de la civilisation, c'est-à-dire le plus grand écrivain de pièces de théâtre de toute la littérature anglaise, on va dire. Ok? Comme si, pour comprendre ce qu'il est en train de vivre, ce sont les mots de Shakespeare qui lui venaient. C'est étrange, étrange. Alors dans Macbeth, c'est une pièce terrible, Macbeth. Quelle violence dans Macbeth. En termes de franchissement de limite, Macbeth, on peut y aller aussi. Acte 1, scène 3, Macbeth revient de la guerre. Il a gagné cette guerre, donc c'est un beau jour. Mais pour gagner cette guerre, il a fallu faire de nombreux morts, des milliers de morts. Donc c'est un jour affreux. So foul and fair, I have such a day. Donc c'est extrêmement saisissant ce choix de confronter comme ça, de mettre face à face le franchissement de limite la plus violente, la violence la plus absurde en fait, mis en regard d'une phrase de la grande littérature. Comme si en fait il pouvait y avoir un écho entre les deux, quoi. Bon. Donc moi c'est ça, c'est cette idée que j'ai envie de mettre à l'épreuve. Est-ce que vraiment, dans la transgression, il n'y a qu'un geste absurde? Est-ce qu'on ne peut pas se dire, non, derrière cette absurdité apparente, il y a peut-être d'autres choses qui se jouent? Et qu'est-ce qui peut se jouer? Alors pour comprendre ça, je vais vous proposer dans un premier temps d'avoir une approche philosophique de la question de la transgression. C'est ma première partie. Ma première partie, évidemment, avant de vous parler du psychisme adolescent, j'avais envie de vous dire, voilà, sur ce développement du psychisme adolescent, l'approche philosophique peut être intéressante. La philosophie, elle a des choses à nous dire. Elle peut nous aider à comprendre ce qui se passe. La psychologie aussi, je vous en dirai un certain nombre de choses, je vous dirai ce qu'on dit en psychologie de l'adolescent. Mais qu'est-ce que j'ai trouvé dans la philosophie qui m'a aidé à comprendre ce qui se passe là? Ce qui se passe dans la transgression, ce qui se passe quand on franchit les limites. Pourquoi c'est peut-être pas si absurde que ça? Alors, pour parler de cette approche philosophique, moi j'ai choisi un auteur, un seul, et un petit texte, d'accord? Il n'est pas très long en plus, il y a juste une difficulté, le texte est assez difficile.
Mais c'est pas grave, je vais vous en parler, comme ça après vous pourrez aller le lire et vous confronter vous-même à la difficulté. Ce petit texte, c'est un texte de Michel Foucault, qui porte un nom extrêmement utile pour mon propos aujourd'hui, la préface à la transgression. Et effectivement, il a écrit, alors c'est un article au départ, qui va être publié sous forme d'un livre, tiré à part après. C'est un article qu'il écrit en 1963 pour une revue qui s'appelle Critique, en hommage à un auteur qui s'appelait Georges Bataille. Donc quand je vous dis que l'article est difficile, pourquoi il est difficile? Parce qu'il suppose de connaître un peu l'œuvre de Georges Bataille, puisqu'il dialogue avec l'œuvre de Georges Bataille, que l'œuvre de Georges Bataille est elle-même assez complexe et difficile. Bon, d'accord. Il y a quand même tout un passage sur ce qu'il voit dans la transgression qui m'intéresse. On va dire c'est la deuxième partie de l'article. Et c'est là que j'ai récupéré, que j'ai repris dans cet article un certain nombre de pistes, d'idées qui m'aident à comprendre ce que c'est que la transgression d'un point de vue philosophique. Vous allez voir. Finalement, pourquoi la question de la transgression se pose à Foucault? Comment est-ce qu'elle se pose à Foucault? L'idée de Georges Bataille, c'est qu'il y a dans le désir érotique la forme la plus pure de la transgression, que l'érotique suppose la transgression. Et donc, Foucault va prendre appui sur cette idée de Bataille pour réfléchir sur la transgression. Et il va se demander, qu'est-ce que c'est que cette transgression qui serait logée comme ça au cœur de l'érotisme? Est-ce que c'est quelque chose de si étrange que ça? D'accord? Et donc, il propose un certain nombre d'idées. Moi, j'en ai relevé 3 pour vous. Les 3 qui m'intéressent pour comprendre ce qui se passe quand on franchit la limite. Allons-y. Première idée, je vais vous donner une citation, mais je la résumerai comme ça. La transgression ne s'oppose pas à la limite. Vous pourriez dire, finalement, quand je transgresse une limite, je suis en train de nier la limite. De dire, ben voilà, cette limite-là, je la refuse. Eh bien, en fait, non. La transgression, c'est bien une négation de la limite, mais ce n'est pas une annulation de la limite. L'idée géniale de Foucault, mais qui reprend la Bataille, c'est que, en niant la limite, je l'affirme comme limite. Je suis obligé de dire, regardez, je suis en train de franchir une limite. Pourquoi? Tout simplement parce que une limite qui ne pourrait pas être franchie n'a pas de sens, ce serait de l'impossible, et une transgression qui ne poserait aucune limite préalable ne serait même pas perçue comme une transgression. Il y a donc, dit Michel Foucault, un rapport nécessaire entre limite et transgression. Les deux s'appellent l'un l'autre. Et donc ça veut dire, dès que je pose une limite, pour qu'elle soit reconnue comme limite, il faudra qu'il y ait, à un moment ou à un autre, d'une manière ou d'une autre, transgression. C'est un paradoxe, hein? C'est un paradoxe extrêmement difficile à comprendre. Ben, c'est pour ça qu'on est là. Comment ça se fait que ça va ensemble? Je donne la phrase de Foucault, elle est très belle. Il dit, la limite et la transgression se doivent l'une à l'autre la densité de leur être. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui franchit la limite attribue une valeur à la limite, la fait exister comme limite. S'il a conscience qu'il franchit la limite. D'accord? Alors il continue cette idée, je vous donne la suite de la citation pour que vous ayez une idée de la prose de Foucault, parce que la prose de Foucault est très très belle. Vous allez voir, ce sera un des autres points que je veux vous présenter. Voilà ce qu'il dit à la suite. La limite a-t-elle une existence véritable en dehors du geste qui glorieusement la traverse et la nie? Que serait-elle après et que pouvait-elle être avant? Et la transgression n'épuise-t-elle pas tout ce qu'elle est dans l'instant où elle franchit la limite, n'étant nulle part ailleurs qu'en ce point du temps? Donc c'est une transgression, c'est très bref, mais tout se joue là. Et puis, j'aime bien la formule, que pouvait-elle être avant? Qu'est-ce que c'est qu'une limite qui n'a jamais été transgressée? Vous avez un doute là-dessus, vous vous dites, c'est peut-être pas une limite. Pensez à vos enfants, si un jour vous leur avez donné des règles qu'ils ne devaient pas enfreindre. Est-ce qu'ils ont enfreint la règle ou est-ce qu'ils l'ont jamais enfreint? S'ils l'ont jamais enfreint, vous avez perdu votre temps. C'était pas la peine de leur donner la règle. Voilà ce qu'est en train de nous dire Foucault. Il y a un lien intrinsèque entre les deux. Ça ne va pas de soi. C'est pour ça qu'il faut une approche philosophique. Une raison non philosophique, elle dirait, ça s'oppose. Il n'y a pas de lien. Il faut une raison philosophique pour comprendre qu'en fait, les deux sont liés.
Ou plutôt, c'est pas la même chose, mais les deux s'appellent. Deuxième idée de Michel Foucault, il y a un immense prestige de la transgression. Honnêtement, celui qui respecte la limite, il ne s'acquiert pas la gloire. Mais celui qui transgresse la limite, il va se faire remarquer. Il va exister sous le regard de l'autre. Donc l'enjeu transgressif est beaucoup plus élevé que l'enjeu du respect de la règle ou du respect de l'interdit. Alors, vous allez voir comme il le dit, pourquoi il y a un prestige de la transgression. Je vais vous lire une phrase. À la fin de la phrase, vous n'aurez qu'une envie, c'est de faire une transgression. Je ne sais pas laquelle, et ce sera à la hauteur de vos limites, mais vous verrez la façon dont Michel Foucault parle de la transgression, c'est beau. Et je peux comprendre ça. Je peux dire qu'il y a une sorte de fulgurance de la transgression qui est une fulgurance de la beauté aussi. Allons-y pour la citation. Je vous ai mis en gras la partie qui me semble la plus belle et que je vous invite à noter. Voilà ce qu'il dit. La transgression n'est pas à la limite comme le noir est au blanc. Parce que le noir, ça s'oppose au blanc. Mais non, c'est pas ça. Comme le défendu est au permis, ou l'extérieur à l'intérieur. Elle lui est liée, la transgression est liée, plutôt selon un rapport en vrille dont aucune effraction simple ne peut venir à bout. Un rapport en vrille, ça veut dire je transgresse, je retransgresse, je retransgresse, je retransgresse, chaque fois plus fort. Quelque chose peut être comme l'éclair dans la nuit, qui du fond du temps donne un être dense et noir à ce qu'elle nie. Ben, si ça, c'est pas la classe quand même, d'accord? Donc quand je fais quelque chose de transgressif, c'est ça, je suis au fond de la nuit, et c'est l'éclair qui brille. Vous savez que l'éclair au fond de la nuit, il est très bref. Mais en même temps, par sa clarté, il rappelle la profondeur de l'obscurité de la nuit. Parce qu'il nous montre un très bref instant tout ce qu'on ne voyait pas. Donc c'est extraordinaire, cette fulgurance. Et il termine, qu'il illumine de l'intérieur, de fond en comble, lui doit pourtant sa vive clarté, sa singularité déchirante et dressée, se perd dans cet espace quel signe de sa souveraineté, se tait enfin, ayant donné un nom à l'obscur. Voilà. Je vous ai dit, hein, ça donne envie, hein. Oh, bon. Donc, en gros, celui qui respecte la limite, il est dans une relative obscurité. Celui qui transgresse, vous comprenez qu'il faut franchir la limite. Celui qui transgresse, c'est la clarté, mais qui vérifie l'obscurité des autres. Donc, on a besoin de... Donc, deuxième idée, extrêmement belle, extrêmement importante, voilà ce qui se joue dans la transgression. Ce qui se joue dans la transgression, c'est cet effet de va-et-vient entre l'obscurité, la clarté, l'interdit et le scandale. Troisième idée, encore plus difficile à comprendre, mais je compte sur vous, vous avez bien mangé. La transgression, c'est pas une négation, c'est une affirmation négative. Alors vous allez me dire, c'est quoi la différence? D'accord? C'est subtil comme distinction. Quand je transgresse un interdit, je ne suis pas en train de dire « je ne reconnais pas cet interdit ». Je suis en train de dire quelque chose d'affirmatif, mais qui a une valeur négative. Un peu, vous savez, comme les grandeurs négatives. On peut compter dans les nombres rationnels 1, 2, 3, mais on peut aussi aller en dessous de 0. Moins 1, moins 2, moins 3. Et moins 2, moins 3, c'est des grandeurs négatives. Et donc, la transgression, elle a quelque chose comme ça. Affirmation négative. Extraordinaire, cette formule. Donc, celui qui transgresse, il n'est pas uniquement dans le rejet, dans le refus. Il est dans l'affirmation. Mais de quoi? L'affirmation d'une absence, d'un vide. Il manque quelque chose. Et peut-être que ce qui manque, c'est ce qui est le plus important. Je garde dans ma tête que après je vais vous parler des adolescents, ok? Allons-y pour la citation. Très belle citation de Foucault. Il ne s'agit pas là d'une négation généralisée, mais d'une affirmation qui n'affirme rien. La contestation n'est pas l'effort de la pensée pour nier des existences ou des valeurs. C'est le geste qui reconduit chacune d'elles à ses limites. C'est ça qui est très beau. Transgresser, c'est montrer les limites de l'autre. C'est pas nier. C'est dire, voilà jusqu'où tu peux aller. Contester, c'est aller jusqu'au cœur vide où l'être atteint sa limite et où la limite définit l'être. On l'a dit ce matin, je me souviens dans le propos de Julie, la limite, ça sert à se définir aussi. La frontière, ça sert à se définir. Oui, donc quand je la transgresse, je réaffirme cette définition. Là, dans la limite transgressée, retentit le oui de la contestation
qui laisse sans écho le IA de l'âne nietzschéen. Alors là, vous avez besoin peut-être d'un petit éclairage. Qu'est-ce que c'est que cette IA de l'âne nietzschéen? Vous savez que le cri de l'âne, c'est Ian. Sauf qu'en allemand, ils disent pas Ian, ils disent IA. Et en allemand, IA, ça veut dire ya, ça veut dire oui. Et donc Nietzsche, mais de manière un peu provocatrice, dit finalement, le plus grand philosophe de tous, chers amis, c'est l'âne. C'est celui qui dit oui à la vie, sans se poser de questions. Est-ce que c'est la vie que j'ai méritée? Est-ce que je ne devrais pas avoir mieux? Mais non, il dit ya. Voilà. Et donc, la transgression, c'est mieux que l'âne nietzschéen, si vous voulez. Vous avez le choix, soit vous êtes un âne nietzschéen, soit vous allez dans la transgression. Bon. Donc, c'est aussi une manière de montrer qu'on peut prendre la question du franchissement de la limite extrêmement au sérieux dans une position comme ça très forte. Et puis, dernière idée, alors, à la fin de son analyse de la transgression, Foucault se demande qu'en est-il du discours philosophique? Pourquoi il a autant de mal à parler de la transgression? Pourquoi il faut faire le détour par l'œuvre de Georges Bataille, en fait, pour comprendre la transgression, qui est une œuvre extrêmement difficile, très éparpillée, qui prend des formes différentes. Et lui, il dit, il y a une mutation dans le langage philosophique aujourd'hui. Au lieu d'être un langage très cohérent, très unifié, comme on pouvait parler, par exemple, de métaphysique jusqu'au XVIIIe, vous voyez. Non, au contraire, aujourd'hui, la philosophie, elle s'est un peu diffusée, éparpillée dans toutes les sciences humaines. Donc, il y a un peu de sociologie, de psychologie, d'ethnologie, d'anthropologie, et il y a un peu de philosophie dans tout ça. Et donc, il est en train de dire, il y a peut-être un point commun entre le discours philosophique et la transgression. Et il propose cette idée absolument géniale, et dit que la transgression peut aussi définir la philosophie moderne. La philosophie moderne, pas celle qui est diluée dans les sciences humaines. Si je me mets à faire de la philosophie dans les sciences humaines, je ne fais plus de la philosophie. Je fais de la psychologie, je fais de la sociologie. Très bien. Mais qu'est-ce que c'est que la philosophie quand je fais de la philosophie en tant que philosophie? Et Foucault dit, il y a quelque chose de la transgression. Pourquoi? Parce que la transgression, affirmation négative, elle essaye d'affirmer quelque chose sans le dire, et la philosophie, elle réfléchit sur le langage, sur les limites du langage, qu'est-ce qui, par le langage, qu'est-ce qui peut être dit par le langage, sur ce qui échappe au langage. Et donc il le dit comme ça, vous allez voir, c'est très très beau. Une possibilité s'ouvre fatalement à l'échéance du langage philosophique. Et il ajoute la possibilité du philosophe fou. Vous savez que pour Descartes, soit on était fou, soit on était philosophe. Les deux étaient incompatibles. Manque de chance, arrive Nietzsche. Voilà. Et donc, il y a la possibilité d'être philosophe et fou. Ce qui, moi, me va bien. Je ne sais pas pour mes collègues, mais pourquoi pas? Mais ça veut dire quoi, philosophe fou? Donc c'est pas pensable pour Descartes. Ça veut dire, c'est-à-dire trouvant, non pas à l'extérieur de son langage, par un accident venu du dehors ou par un exercice imaginaire, mais en lui, au noyau de ses possibilités, la transgression de son être philosophe. Descartes, il dit la folie, c'est à l'extérieur. Et Nietzsche nous dit non, la folie, elle est à l'intérieur. Et si on transgresse, c'est pas parce qu'on est poussé par une force extérieure, c'est parce que c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Et c'est quoi cette espèce d'élan intérieur qui nous fait basculer dans le contraire de la philosophie, la folie? Il dit, le jeu de la transgression et de l'être est constitutif du langage philosophique qui le reproduit et sans doute le produit. Il y a donc, dans le langage philosophique, un lien entre transgression et être. Et moi, je crois que les adolescents sont assez facilement et spontanément philosophes. Et parfois, philosophes fous. Donc j'ai besoin de cette phrase pour comprendre ce qui se passe. Ce n'est pas des cartésiens au départ, mes étudiants. C'est plutôt des nietzschéens. Et je parle sous le contrôle de mes collègues. Du point de vue des auteurs, qu'ils aiment aller fréquenter par eux-mêmes, Nietzsche a un certain prestige. Mais maintenant, j'ai compris pourquoi. Parce que dans Nietzsche, il y a une philosophie où la transgression et l'être vont ensemble. La transgression et l'être vont ensemble. Et donc, ce qui se joue dans la transgression, toutes les transgressions n'ont pas la même valeur. Il y a des transgressions qui sont inutiles. La transgression qui compte, c'est la transgression qui va me permettre d'affirmer quelque chose, d'être quelque chose. Donc voilà ce que je vais garder comme idée philosophique pour comprendre ce qui se passe du côté des adolescents. Alors allons-y. Comment je transpose tout ça au temps de l'adolescence? Eh
pourquoi le temps de l'adolescence serait-il un temps où la question des limites, du franchissement des limites, vient à se poser? Et pourquoi, pour comprendre ce franchissement des limites, faudra-t-il utiliser les idées de Michel Foucault? Alors, allons-y, je vous propose quelques éléments de réflexion sur ce qu'on considère être l'adolescence. C'est assez difficile à définir. L'adolescence, on dit que c'est l'état intermédiaire entre l'enfance et l'âge adulte. Très bien. Sauf que on sait à peu près quand ça commence. C'est assez clair, je vous le dirai dans un instant. On ne sait pas bien quand ça finit. Et globalement, dans nos sociétés, de plus en plus, l'âge de l'adolescence tend à être repoussé de plus en plus loin. Et chaque année, ça se repousse un peu plus, j'ai l'impression. Donc, il y a peut-être encore parmi nous des gens adolescents. Non ? Ne vous inquiétez pas, c'est pas la majorité. Hein. On ne sort pas d'adolescence à la majorité. Donc, comment on sait qu'on est sorti d'adolescence? Allons-y. 3 idées sur lesquelles j'aimerais insister avec vous. L'adolescence. Première piste que je vous donne, l'adolescent, mais comme l'enfant, c'est un être relationnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est dans une totale dépendance de l'autre. Vous imaginez un petit bébé à la naissance, il ne peut rien tout seul. Il ne peut rien, il ne peut pas se nourrir, il ne peut pas se changer, il ne peut même pas s'endormir tout seul. Il a besoin des bras de l'autre pour s'endormir. Une dépendance totale. Et donc il comprend une chose absolument géniale, ça veut dire qu'il a besoin de la relation aux autres. Et c'est un maître de relation, le bébé. Il n'a pas la parole, hein. Eh bien, il arrive à se faire comprendre. Alors, pas tout le monde, mais je peux vous dire que, voilà, il arrive à bien faire passer les informations dont il a besoin. Et bien, en fait, ce qui va se jouer dans ces relations, c'est son identité. Il est un ensemble de relations, il est ces relations. Bien sûr, au bout d'un moment, le bébé, il va se poser des questions, il va se dire, mais en fait, je suis qui, moi, quand je suis différent de ma mère? Et ça va mettre environ, on va dire, entre 2 et 4 ans pour se stabiliser ces questions. Cette question, il va y apporter une réponse très simple. Il va se placer dans une généalogie familiale. Il va se dire, ben voilà, ce qui me définit, ce qui définit mon identité, c'est que je suis le fils ou la fille de ces 2 parents, que j'ai tel ou tel frère et sœur, que j'ai tel ou tel cousin, bon voilà. Et donc c'est cette sphère, cette constellation relationnelle qui lui permet de comprendre ce qu'il est et qui il est. Ça marche, ça tient à peu près, jusqu'à ce que tout soit remis en chantier, jusqu'à ce que cette réponse ne vale plus, jusqu'à ce que cette réponse soit immédiatement disqualifiée. Ça ne marche plus, je ne peux plus me définir uniquement par ma place dans la famille. Pourquoi? C'est mon deuxième point. Ah non, pas tout de suite. Non, pas tout de suite. Alors, je vous dirai tout à l'heure pourquoi il ne peut plus se définir par ses relations. Donc, l'adolescent, il va se passer la même chose à l'adolescence, il a besoin de se redéfinir par d'autres liens que les liens familiaux. Et ces autres liens, ça va être des gens du même âge que lui, on appelle ça les pères, ou des adultes autres que les parents, mais pas les parents. Problème du lien. Franchir une limite, quand je franchis une limite sous la forme de la transgression, c'est toujours couper un lien. Je risque donc, c'est mon deuxième point, l'isolement. L'isolement est premier, ça veut dire qu'au départ, je commence par être dépendant de l'autre, par être, comme dit un auteur que j'aime bien, il dit les adolescents, c'est des individus isolés ensemble. Donc, la donnée première, c'est l'isolement. Et donc, je dois aller vers l'autre. Mais c'est dur d'aller vers l'autre quand il n'est pas de ma famille. Et qu'est-ce que je lui dis? Et comment j'entre en relation? Et la transgression, elle vient contredire cette démarche relationnelle. Donc ça va être compliqué. Mais vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'il fait des transgressions s'il a besoin des liens? Pourquoi il est si enclin à adopter des comportements qui franchissent la limite s'il se nourrit de ces liens? Ben, c'est mon troisième point, parce que ces liens, ils sont toujours nécessairement ambivalents. Il y a des liens qui vont nous libérer, nous émanciper, puis au contraire, il y a des liens qui vont nous ligoter, nous retenir, nous empêcher d'être vraiment ce qu'on veut être. Et on ne sait pas bien les distinguer au début. Parfois, on veut être extrêmement ami avec telle personne, on pense que ça va être bien, et en fait, non, c'est un enfer. Et donc, l'ambivalence des liens, elle est absolument incontournable, et c'est difficile, à l'avance, de savoir la valeur que va avoir un lien. Donc ça, c'est ma première série d'idées. Maintenant, j'en viens à pourquoi tout ça se remet en cause. Qu'est-ce qui se passe à l'adolescence qui ne se passe pas à l'enfance et qui ne se passe pas après? Vous avez peut-être oublié, mais moi, je n'ai pas oublié la puberté. La puberté, qu'est-ce que c'est? Alors, première chose, la puberté, ça
leur tombe dessus. Ils ne choisissent pas. Le début de l'adolescence, c'est l'entrée dans la puberté. C'est des transformations massives qui touchent d'abord le corps. Vous vous souvenez un petit peu quand même? Les boutons. Alors je vous ai mis, pour les garçons, il y a des parties du corps qui se mettent à grandir, on ne comprend pas bien. Pour les filles, ça va être l'apparition des règles. Et il y a une fascination des adolescents pour les films d'horreur qui mettent en scène les transformations du corps, parce qu'eux-mêmes se voient comme des personnages de films d'horreur. Ils se réveillent le matin, les pieds ont grandi beaucoup plus vite que tout le reste, ils ont des boutons qui apparaissent sur le visage, la texture des cheveux change, on leur met des bagues aux dents, et c'est là qu'on leur dit « t'es au top du sommet de la séduction ». C'est dur. Ils sont embarqués là-dedans. Donc ces métamorphoses corporelles ne peuvent pas être autre chose qu'inquiétantes. Okay, et donc, comment ils vont faire? Ils vont aller voir leur camarade. T'as compris ça, toi? Puis l'autre, il a moins de boutons, il a de la chance, on ne sait pas. Bon. Comment ils vont faire avec ça? Et donc, c'est de telles transformations, c'est mon premier point, que cette puberté, elle impose une redéfinition des relations. Je ne peux plus aller voir les personnes que j'allais voir pour me définir. Je dois tisser d'autres relations avec des gens qui vont peut-être m'expliquer qu'est-ce que c'est que ce truc qui s'appelle l'adolescence. Le primat du corps suppose que tous les liens que j'avais tissés avant, qui reposaient sur de l'expérientiel, du vécu, du partage d'émotions, tout ça va se trouver un peu disqualifié. On va plutôt favoriser des expériences qui engagent une sorte d'excitation corporelle. Et donc, évidemment, on retisse d'autres relations toujours ambivalentes, toujours risquées. Faire un lien avec quelqu'un, c'est une prise de risque. Rompre un lien, c'est aussi une prise de risque. Et donc, pourquoi franchir des limites? Pour prendre des risques. Mais est-ce que tous les risques valent la peine d'être pris? C'est ça qui est compliqué. Et puis, dans ce primat du corps, évidemment, il y a la question des émotions. Je vous ai mis deux manières pour les adolescents de gérer l'émotion. Soit par la somatisation. Donc quand ils ressentent une excitation qu'ils ne peuvent pas comprendre, ils vont attaquer leur propre corps. Ça va être, je sais pas, comme des phénomènes de scarification, par exemple. Soit, au contraire, cette espèce d'excitation qu'ils ont à l'intérieur, il va falloir l'extérioriser. On appelle ça un passage à l'acte. Donc ils vont être violents. D'accord? Et donc on a souvent expliqué le shooting de Columbine comme une sorte de passage à l'acte. Je pense que ça embarque plus de choses que ça, mais voilà, c'est un bon exemple de surgissement improbable de la violence. Et donc dans le franchissement de la limite, il y a effectivement une tentative de parer l'excitation en l'extériorisant. Donc voilà un peu, si vous voulez, dans mon esprit, ce qui se passe à l'adolescence. Maintenant, une dernière diapo sur, comment dire, qu'est-ce qui se passe chez les adolescents qui n'ont pas l'impression de faire de transgression. C'est un peu le problème qu'on a vu aussi dans Columbine. Ils ont l'air indifférents à la mort de leurs camarades. Parce qu'il y a ceux qui transgressent et qui, en transgressant, réaffirment la limite. Il y a ceux qui transgressent, mais qui ont l'impression qu'ils ne transgressent pas du tout. Alors il y a un psychologue qui les a appelés des sans-autrui. Les sans-autrui, c'est quoi? C'est des jeunes qui ont des comportements extrêmement violents, extrêmement transgressifs, mais qui ne comprennent pas, qui ne se rendent pas compte de la violence ou de la transgression qu'ils font. Et ce phénomène des sans-autrui, on l'a identifié il y a quelques années quand il y avait eu des bus incendiés à Marseille. C'est pour ça que j'ai mis cette image, c'est l'image d'un bus marseillais incendié. Donc il y a des jeunes, un après-midi, parce qu'ils s'ennuyaient, ils ont décidé de mettre le feu à un bus. C'est radical, hein? Et il y a eu le procès, et évidemment, ils mettent le feu à un... Alors ils vont à l'arrêt de bus avec leur jerrycan, un premier bus arrive, et il y en a un des trois qui dit « Ah non, mais il y a mon oncle dedans. » Ah ok, bon, il laisse passer le bus. Arrive un deuxième bus, et disait là, il y a quelqu'un, non, tu connais personne, non, allez, on le pose. Et ils mettent le feu, et malheureusement, au moment où ils mettent le feu, il y a une personne qui n'arrive pas à sortir à temps, elle est coincée dans le bus, et elle va mourir calcinée. Donc il y a le procès, et au moment du procès, ce qui a sidéré tout le monde, si vous voulez, c'est que les jeunes ne comprenaient pas ce qu'on leur reprochait. Ils disaient, mais nous, on ne voulait pas la tuer, la dame. Nous, on a mis le feu au bus, c'est tout. Après, c'est elle qui n'est pas sortie. Ça, c'est un problème. Vous voyez, le vrai problème, c'est pas la transgression, c'est l'absence de conscience de la transgression. Le sang autrui. Et là, effectivement, pour récupérer ça, il va falloir du temps, de la patience. Voilà. Donc, voilà pourquoi, à l'adolescence, cette question de la transgression, elle est si importante, si sensible. Et ce que moi j'entends le plus souvent, c'est
Oui, mais les adolescents, justement, qui vont se construire dans la transgression, ils ont besoin de limites. Alors, je me pose cette question pour finir, ça sera ma dernière partie. Est-ce une bonne idée de penser qu'un adolescent a besoin de limites? On va voir ensemble. C'est pour ça que j'ai appelé ma troisième partie « De quelles limites l'adolescence a-t-elle besoin ?» Alors, je vais vous proposer des pistes. Je n'ai pas de solution magique là-dessus. En tout cas, il y en a une à laquelle je tiens, on pourra en discuter. Je ne pense pas qu'ils aient besoin de limites. Ils ont besoin d'autres choses, je vais vous proposer des pistes, mais moi je ne pense pas qu'ils aient besoin de limites. Alors, première piste à laquelle beaucoup de gens pensent, quand les adolescents se construisent comme ça et qu'ils ont la tentation de transgresser. D'accord? Il faut bien voir. Pour vérifier que c'est un interdit c'est possible. Pour vérifier que c'est un interdit, je vais le faire. Et je vais voir ce qui se passe après. Donc il y a deux risques. Le risque, c'est qu'il ne se passe rien après. Donc je vais aller plus loin à chaque fois jusqu'à rencontrer la limite ultime, c'est-à-dire une mise en danger de vie directe, la mort. Ou alors, effectivement, j'ai une réponse disproportionnée, trop forte à cette transgression. Bon. Première possibilité, la possibilité que les gens aiment bien, c'est les punitions et les sanctions. Voilà. Il faut quand même mettre une limite. Et quand les gens disent ça, en général, ils disent il faut punir. Ok. Réfléchissons. 2 minutes. Je vous donne le choix pour votre adolescent favori. Vous choisissez qui vous voulez. Vous avez le choix entre une punition juste, compréhensible par le jeune, mais pas efficace du tout. Et à côté, vous avez une punition très injuste, mais très efficace. Vous prenez laquelle? Voilà. L'idéal, ce serait d'avoir une punition juste et efficace. On appelle ça la punition éducative. Je n'en ai jamais vu passer. Une punition efficace, c'est quoi? C'est une punition qui produit de l'obéissance, qui rend l'autre obéissant. Donc oui, ça, il y en a. Et honnêtement, l'imagination des sociétés humaines en matière de punition efficace est absolument débordante. Donc on peut y aller. Mais on est d'accord que produire de l'obéissance, ce n'est pas apprendre à l'autre à se tenir droit tout seul. Ce n'est pas construire son autonomie. Bon. Donc, moi je pose la question, est-ce qu'il y a quelque chose comme des sanctions éducatives? J'appartiens à une institution qui sanctionne beaucoup, énormément. La sanction préférée de l'éducation nationale, c'est l'exclusion. Le propre de l'exclusion, c'est que vous perdez le lien. Donc, si je réponds à un acte de transgression par l'exclusion, je ne vois pas comment je vais l'aider, en fait, après. Ou alors, ça... Voilà. Donc, moi, je dis sanction, punition. Pour le moment, ce n'est pas une bonne piste, mais si vous avez trouvé une manière de punir juste et efficace en même temps, je suis preneur. On l'enregistrera, ce sera la chaîne YouTube, et là, il y aura du monde au rencontre de la FIO, au fait de la FIO. Ma meilleure piste pour vous, aujourd'hui, c'est quoi? C'est de remplacer le mot limite par un autre. Bien sûr qu'il faut des transgressions, bien sûr qu'il faut des limites. En revanche, ce qui va les aider à récupérer après la transgression, ce n'est pas des limites, c'est le cadre. Je ne sais pas si les ados ont besoin de limites, je pense qu'ils ont besoin d'un cadre. Et moi, j'aime bien faire la distinction entre les deux. Vous savez ce que c'est une limite maintenant? On l'a dit, c'est cette ligne très fine qu'on va franchir comme l'éclair dans la nuit. Ok, mais c'est pas ça dont ils ont besoin. Ils ont besoin d'un cadre. Alors, je vous ai fait un petit schéma. Vous avez vu mon schéma? Je vous ai mis un beau cadre. Et alors, moi, je vois beaucoup de gens qui, en matière d'éducation des enfants, ils réfléchissent le cadre. Moi, je veux mettre du cadre. Et ils ont des cadres magnifiques. Et ils réfléchissent. Alors, qu'est-ce qu'on met dans le cadre? Je vais vous dire, on peut mettre 3 choses dans le cadre. Dans le cadre, on peut mettre tout un tas de règles. Voilà, ici, comment ça se passe? Qui fait la vaisselle? Quel jour? À quelle heure il faut se lever le matin? Comment on s'organise? Et puis dans la classe, dans l'espace de la classe, quelles sont les règles de vie de classe, et ainsi de suite. Dans ce cadre, on va aussi mettre des valeurs. Des valeurs, ce qui compte pour nous, voilà, c'est ça, c'est, je sais pas, le partage des tâches, ce que vous voulez. Bon. Et la culture, les traditions. Et puis, troisième chose qu'on met dans le cadre, qui est très important, l'environnement. L'environnement concret, quoi. C'est-à-dire la salle de classe, l'appartement, la chambre ou la maison, avec une terrasse vue sur la vallée. Voilà, on n'a pas le même environnement. Donc on est obligé de le prendre en compte. Ok. Donc les gens réfléchissent beaucoup au cadre, mais moi j'ai le sentiment que beaucoup de gens réfléchissent au cadre sans se demander à aucun moment qu'est-ce qu'ils veulent mettre dans le cadre. C'est comme si vous accrochiez chez vous un très beau cadre de tableau sans rien à l'intérieur. Vous êtes d'accord que normalement c'est l'inverse.
Le cadre sert à mettre en valeur ce qui est au milieu. Et nous manquons de réflexion sur ce que nous voulons mettre dans le cadre. Nous manquons de réflexion sur ce que nous voulons mettre dans le cadre. Je vous donne un exemple tout simple, un vrai exemple éducatif. Est-ce qu'il faut tutoyer ou vous voyez des élèves? C'est le cas. C'est quoi la bonne réponse? Alors vous demandez à des enseignants, vous aurez autant de réponses différentes que d'enseignants. Moi j'ai une piste. Choisissez une règle qui vous aide à mieux faire ce que vous voulez faire avec ces jeunes. Mais c'est à vous de préciser ce que vous voulez faire. C'est à vous de préciser ce qui doit se passer dans le cadre. Et ce qui doit se passer dans le cadre, ça s'appelle un processus. Et donc, en fait, la valeur d'un cadre dépend du processus qui le rend possible. Donc, je peux poser une limite sous forme de cadre à un jeune, à condition que ça rende le processus meilleur. Je vous donne un exemple que j'adore beaucoup, c'est le terrain de basket. Le basket, c'est un super jeu. Donc le basket, il y a le premier cadre, c'est le terrain dessiné au sol, il y a des règles. Et vous savez qu'au basket, il y a une règle qui dit que pour avancer avec la balle, il faut dribbler, mais on a le droit de faire quelques pas, je crois, 2 ou 3, je ne sais plus. C'est quoi cette règle? Pourquoi on a le droit de faire 2 pas sans dribbler? Mais parce que, elle est géniale cette règle, parce qu'elle rend le jeu plus fluide, elle rend le jeu meilleur. C'est pas une contrainte qui pèse sur l'équipe adverse, vous voyez? Ce ne sont pas des règles qui contraignent, ce sont des règles qui rendent le processus meilleur. Et donc, je pense qu'effectivement, si à la place de limite, on propose un cadre, en pensant le processus, il va se passer des belles choses. Mais vous savez ce qu'ils vont faire, ces jeunes? Parce qu'ils sont jeunes, ils sont adolescents, je sais ce qu'ils vont faire. Ils vont quand même essayer de faire un 3e pas de temps en temps. C'est-à-dire, ils vont tester le cadre. Alors moi, je vous donne une formule que j'aime bien, une formule qui, à mes yeux, me semble éducative, on en parlera. Moi, je dis, avec des adolescents, il faut un cadre solide, mais pas rigide. Parce que, justement, ils vont le mettre à l'épreuve. Bien sûr, si le cadre est rigide, ça va casser tout de suite. Et effectivement, on sera dans la transgression, dans l'éclair qui signe l'obscurité de la vie. Et là, si vous êtes poète, ça va aller. Mais si vous n'avez pas eu Foucault, vous êtes mal. Mais oui. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il me fait, quoi? Bon. Solide. Ça veut dire qu'il va le mettre à l'épreuve, ça va bouger un peu, quoi. Mais je tiens. Autant que je peux. Je ne vous demande pas d'être surhomme. Voilà, on fait tout comme on peut, de toute façon. Mais on tient. On tient le cadre. Ok. Allez, un petit schéma pour finir. J'ai promis des petits schémas. Allons-y. Moi, je pense que la question du franchissement des limites à l'adolescence, elle demande de la part des adultes qui sont face à ces adolescents une certaine capacité à faire avec des exigences contradictoires. Les adolescents ont besoin d'adultes qui supportent les paradoxes. C'est pour ça que j'ai insisté sur le fait que la transgression est liée à la limite, et c'est un paradoxe. Pourquoi je dis ça? Alors, si vous voulez, tout ce que je vous ai dit, c'est ça. L'acte éducatif à l'adolescence, ça correspond en un carré, qui serait le cadre, et à l'intérieur de ce carré, vous savez ce que je vais mettre? Je vais mettre un rond, qui serait la bienveillance, qui serait le regard que je porte sur l'adolescent, les émotions que je lui communique, les encouragements que je peux lui donner, vous voyez? Donc bien sûr qu'il faut les deux. Et il faut les deux à la même taille. Il faut résoudre ce qu'on appelle en mathématiques la quadrature du cercle. Rien de moins. C'est pas gagné, hein? Alors, c'est difficile, c'est paradoxal, mais ça vaut le coup d'essayer. Alors, dans les tentatives d'essai, il y a quand même 2 pistes à éviter. Pardon, je passe sur ça. Moi, je vois des gens, ils ont ça. Ils ont un très très gros cadre et un tout petit rond de bienveillance, de regard compatissant et d'émotion. Voilà. Moi, et alors, ça marche assez bien parce que ça marche à la peur. Et je vous promets, comme les adolescents sont des êtres affectifs, avec un adulte éducatif qui fait peur, ça marche. Il l'adore. Ça fait ce que j'appelle un cadre un peu autoritaire. D'accord? Bon, première possibilité. Deuxième possibilité, moi je vois des gens qui ont un énorme cercle. Voire c'est carrément un cœur, vous voyez? Mais ils ont un tout petit carré. Et c'est quoi les règles? Je ne sais pas. Quand est-ce qu'il faut rendre le devoir? Je ne sais plus, quand vous voulez. Bon, donc vous voyez le problème. Voilà. Et c'est toujours bien. Voilà. Donc, ok. Là, ça crée un peu, j'ai noté, d'insécurité.
Et donc, effectivement, ça peut être difficile. Alors, là, j'ai caricaturé, mais ça existe beaucoup dans les formes de ce qu'on appelle l'éducation positive. Aujourd'hui, les jeunes se retrouvent à des adultes qui leur disent « Écoute, moi, j'ai rien à te dire, il faut que tu t'occupes de tes émotions, c'est toi qui dois gérer ça de ton côté, ça va aller. » Et bon, moi, j'ai mis laxisme, mais voilà, c'est un peu ça. C'est presque une position d'abandon. Oui, c'est abandonner le jeune. C'est abandonner. Et moi, je dis, pour résumer tout ce que je vous dis, ni abandon, ni représailles. Vous trouvez votre voie. Pourquoi franchir la limite? Pour grandir, mais il faut en face de soi des adultes qui soient capables de ne faire ni abandon, ni représailles. C'est pas simple, je ne suis pas en train de vous dire que c'est facile, je ne vous dis surtout pas que moi je sais faire. Non, c'est redoutable. Tiens, j'ai trouvé une image d'un petit bonhomme qui est dans un rond et dans un carré. Vous vous souvenez de cette image? Allez, je termine par un dernier schéma en guise de conclusion. Quel type d'adulte il faut pour ces jeunes? Il faut des adultes, comme ils aiment le paradoxe, qui seront capables d'articuler ensemble deux choses différentes en même temps, deux axes de développement différents. Le premier axe, un axe horizontal, c'est un axe sur lequel nous serions tous égaux. Nous demandons aux adolescents de rentrer dans une société, on l'a dit ce matin, républicaine, démocratique, donc de comprendre l'idée d'égalité. Mais cet axe égalitaire, et j'ai dit de soutien, parce qu'on les considère nos égaux, il va supposer une forme de relativisme. Tout se vaut, finalement. Bon. Donc il faut des gens qui sont capables d'accepter que leur parole soit au même niveau que la nôtre. Mais il faut aussi... Alors, il y a un risque dans cette égalité généralisée. On l'a dit un petit peu ce matin, c'est ce que Julie disait, dans un groupe où les personnes se ressemblent beaucoup, il y a un risque de surgissement de la violence. Ça, c'est vrai, je suis absolument d'accord, j'étais content d'entendre ce matin. Violence soit à l'égard des membres du groupe, soit à l'égard, justement, des autres. C'est nous et eux, en fait. Donc, il y a ce risque-là, sur cet axe-là, le risque d'indifférenciation. Pourquoi? Je suis d'accord avec l'explication que donnait Julie ce matin. En fait, plus on se ressemble les uns les autres, plus on est inquiet sur sa propre identité à soi. Je suis qui, moi, vraiment? Parce qu'ils sont tous habillés comme moi, ils sont tous coiffés comme moi, ils écoutent la même musique que moi. Et moi, quand je suis pas avec eux, je suis quoi? Bon, donc, grande inquiétude qui se traduit par cette fébrilité comme ça. Donc, il faut un deuxième axe, où il va y avoir de la différenciation, où il va y avoir de la hiérarchie même, où on va se référer non plus à des valeurs relatives, mais à des vérités absolues, où il y aura des règles qu'il faut respecter, même si ce n'est pas moi qui les ai voulues, d'accord? Et donc c'est un axe plus vertical. Le risque là, sur cette dimension verticale, c'est le risque de soumission. Ce n'est pas non plus ça qu'on veut. Il ne s'agit pas d'obtenir des individus soumis, résignés, volonté brisée. Il faut quoi? Il faut que nous soyons capables, nous, si on veut comprendre la transgression adolescente, de passer de l'un à l'autre de temps en temps. Je ne sais pas comment faire. Il faut que nous soyons, moi j'ai mis un petit point rouge exactement là, vous voyez, exactement à l'articulation des deux. Que parfois on rappelle la règle dans une posture verticale et que de temps en temps on soit plutôt en soutien de ce qu'il faut. Bon. Vous voyez une illustration de ça? Magnifique. Très belle. Je vous ai promis de finir par une belle expérience. Hein. On a commencé par Justine Columbine, c'est une expérience dure. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'à là maintenant la belle expérience. La belle expérience, c'est ça. Et vous la connaissez peut-être cette expérience. C'est une expérience de psychologie qui a été faite dans les années 60 qui s'appelle The Visual Cliff, la falaise visuelle d'Eleanor Gibson. L'expérience de la falaise visuelle d'Eleanor Gibson. Alors, qu'est-ce que c'est que cette expérience? Suivez-moi. Elle construit une table et avec deux niveaux, donc il y a un niveau en hauteur, il y a le damier en bas. Et puis, à un moment, la table s'arrête, mais elle est poursuivie par une glace. Et donc, on va mettre le bébé sur la table, on va le faire avancer à quatre pattes, et on veut voir s'il voit la profondeur de l'espace et s'il s'arrête au bord de la glace. Mais on met la glace pour pas qu'il tombe. Ça va, vous comprenez? Donc, au départ, Eleanor Gibson, quand elle imagine cette expérience, elle veut une expérience pour savoir à partir de quel âge les bébés voient-ils la profondeur. Et elle arrive à cette découverte absolument géniale, c'est que dès qu'ils sont capables de se déplacer, ils voient la profondeur de l'espace. Ok. Donc que font tous les bébés? Ils arrivent à quatre pattes sur le bord de la table. Quand ils arrivent au bord de la vitre, ils s'arrêtent. Pas mal, pas mal. Mais il se passe quelque chose qu'elle n'avait pas prévu.
se rend compte que quand de l'autre côté de la table, on met un adulte que l'enfant connaît, la maman, vous savez ce qu'il fait l'enfant? Il avance. Il avance. Il avance. La qualité relationnelle prime. La qualité relationnelle prime. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se jette dans le vide. Mais oui, transgression et relation en même temps. Et donc, cette expérience, pour moi, elle est fantastique. Donc, il voit dans le regard de la mère qu'il peut y aller. Et donc, si on n'est pas cet adulte-là qui regarde le jeune, ils vont vraiment se jeter dans le vide, en fait. C'est ce qui arrive à Columbine, je pense. Et donc là, effectivement, dans cet élan du bébé qui décide de se jeter dans le vide, il y a quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'il sait que la maman est là, quoi. C'est très bon. Et si c'est quelqu'un d'autre que la maman? Non, ça marche moins bien. Il faut que ce soit vraiment un adulte très très présent. C'est pas, enfin, ils appellent ça le premier caregiver. Donc en général c'est la maman, mais parfois dans des couples homosexuels, ça peut être un homme ou une femme, mais ils distinguent bien. Et puis effectivement, plus ils grandissent, plus ils peuvent différencier les adultes. Ok. Je ne sais pas qui est maître du temps. C'est bon? Ok. En guise de conclusion, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire en guise de conclusion? En guise de conclusion, je peux vous dire ça, j'aime bien. Nous sommes des êtres de paradoxe. Les bébés, les adolescents, mais nous aussi. Nous sommes structurés, notre colonne vertébrale psychique, c'est ça, par une série de paradoxes. Par exemple, nous voulons être semblables et différents à la fois des autres. Nous voulons être libres, indépendants, mais quand même nous regrouper de temps en temps avec les autres. Nous voulons être autonomes et solidaires. Donc nous sommes des êtres de paradoxe. La grande idée, c'est que plutôt que de chercher à effacer le paradoxe, essayons de tenir ensemble le plus longtemps possible ce paradoxe. Ça suppose un peu plus que des règles, ça suppose un peu plus qu'une organisation stricte, ça suppose un cadre solide, mais pas rigide. Je vous remercie de votre attention.